d'État au Vietnam du 1er au 5 novembre, le président mongol s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue vietnamien. Plusieurs intellectuels vietnamiens d'outre-mer sont retournés au pays natal pour développer leur technologie, mais il n'est pas facile de trouver des débouchés. Les potentiels du secteur de l'innovation du Vietnam intéressent de nombreux fonds d'investissement nationaux et étrangers. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. À l'invitation du président Van Thuong, le président mongol Ukhnajin Surenskhe a entamé aujourd'hui une visite d'État au Vietnam. Cette visite du 1er au 5 novembre vise à renforcer les liens politiques et à stimuler la coopération multiforme entre les deux pays. Suite à la cérémonie d'accueil officielle, les deux présidents se sont entretenus. Les présidents vietnamiens et mongols ont convenu de promouvoir les relations de coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment dans la défense et la sécurité, l'économie et le commerce. Ils ont décidé d'intensifier les connexions entre les entreprises des deux pays afin de porter à 200 millions de dollars le chiffre d'affaires du commerce bilatéral dans les temps à venir. Les deux dirigeants ont salué la signature de l'accord sur l'exemption de visa aux habitants des deux pays, ce qui contribuera à élargir la coopération dans le commerce, le tourisme et les échanges populaires. La coopération dans l'éducation, la santé, le tourisme et les échanges populaires ont également été abordés lors de l'entretien, aux côtés des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Après l'entretien, les deux présidents ont assisté à la signature d'accords de coopération dans la sécurité, l'économie, le commerce et l'immigration. En 2024, le Vietnam et la Mongolie vont célébrer le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales. Ce mercredi après-midi, à Hanoï, le président mongol a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng. Le leader du PCV a affirmé que le Vietnam souhaitait rendre la coopération avec la Mongolie plus substantielle. De son côté, le président mongol a indiqué que son pays appréciait les relations avec le Vietnam, son partenaire de première importance en Asie du Sud-Est. Il a affirmé que la Mongolie souhaite œuvrer ensemble avec le Vietnam pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Le Vietnam souhaite intensifier ses relations de coopération multiforme avec la Suède. C'est ce qu'a déclaré Mme Trương Thị Mai, membre du Politburo, chef de la commission centrale de sensibilisation du PCV, qui a effectué sa visite de travail en Suède du 28 octobre au 1er novembre. Prenant son séjour, elle a rencontré des dirigeants parlementaires, des responsables de la ville de Stockholm et des représentants d'entreprises suédoises. Trương Thị Mai a insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, les sciences et les technologies, l'innovation, la transition numérique et énergétique. Elle a également exprimé le souhait que la Suède facilite la vie des ressortissants vietnamiens résidant, étudiant et travaillant en Suède. Au cours des 10 premiers mois de l'année, les exportations de riz du Vietnam ont atteint près de 4 milliards de dollars, soit une augmentation de 35% en valeur par rapport à la même période en 2022. Il s'agit du niveau record le plus élevé jamais atteint. Les entreprises s'attendent à ce que ce chiffre continue d'augmenter, car il existe encore de nombreuses opportunités d'exportation pour le riz vietnamien. Cette usine de riz doit fonctionner à pleine capacité pour répondre à ses commandes à l'exportation de fin d'année. Au cours des 10 premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires à l'exportation a dépassé les 28 millions de dollars et devrait continuer à augmenter.
Nos produits à base de riz sont exportés en grande quantité et à des prix élevés vers la République de Corée et l'Europe. La demande en provenance d'Afrique est également énorme. Par conséquent, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter des marchés d'exportation du riz vietnamien cette année. Le riz vietnamien est reconnu internationalement pour sa bonne qualité, ce qui nous permet de le vendre à un prix élevé. Lors des récentes compétitions, le riz vietnamien s'est imposé comme un leader mondial, ayant un impact positif sur l'industrie rizicole nationale. Actuellement, le prix du riz vietnamien est plus élevé que celui du riz thaïlandais et du riz pakistanais, qui coûtent respectivement 79 et 80 $ la tonne. La qualité du riz vietnamien permet de maintenir le prix entre 628 et 650 $ la tonne. En entrant sur le marché européen, la chaîne de valeur du riz vietnamien a connu une augmentation de 10 à 20% et dans certains cas, jusqu'à 30% selon la variété. Même s'il s'agit d'un marché exigeant, garantir la qualité peut faciliter l'exportation du riz. Selon les entreprises, la demande de riz reste forte, notamment en provenance d'Indonésie, des Philippines et de Chine. En conséquence, il est probable que les exportations de riz du Vietnam atteindront bientôt leur nouveau pic, avec un chiffre d'affaires estimé entre 4,2 et 4,5 milliards de $ cette année. La Chine est un marché important du café vietnamien. Selon les statistiques, en 2022, ce pays a dépensé près de 50 millions de $ pour importer du café vietnamien. En Chine, le café instantané et le café pré-traité détiennent une part de marché importante en raison de leur facilité d'utilisation. Ceci est considéré comme un facteur favorable pour promouvoir la consommation de café transformé du Vietnam sur ce marché potentiel. Récemment, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont eu l'occasion de présenter des produits de café transformés lors de la foire Chine-ASEAN qui s'est tenue dans la province du Guangxi. Les entreprises ont pris connaissance des goûts des consommateurs et des tendances du marché pour exporter officiellement vers la Chine. Pour exporter officiellement vers la Chine, le code GAC délivré par les douanes chinoises est très important. Actuellement, nous avons obtenu des codes pour les grains de café torréfié et le café filtrant papier. Les consommateurs chinois ont une grande demande, notamment pour le café instantané. La Chine est un marché potentiel doté d'une forte demande. Cependant, il ne s'agit plus d'un marché facile. Les consommateurs de ce pays sont très exigeants lorsqu'il s'agit de découvrir de nouveaux produits et des produits à base de café de haute qualité. Pour produire des produits de qualité, nous devons importer des machines des pays du G7. Le plus important est de comprendre les exigences du client pour que le prix de vente soit élevé. La consommation de café en Chine a augmenté de 10 à 15%. La participation aux récentes foires en Chine a démontré son efficacité. C'est un bon signe pour les fournisseurs de café. Nous avons reçu des commandes pour fournir des matières premières destinées à l'exportation vers la Chine. La Chine est un marché vaste mais hautement compétitif. Par conséquent, les entreprises des hauts plateaux du centre s'efforcent d'investir dans la diversification des produits de café de spécialité et du café transformé, favorisant ainsi les exportations officielles vers ce marché d'1 milliard d'habitants. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
La résolution du 8e plénum du comité central du PCV 13e exercice souligne la nécessité de se concentrer sur le développement, l'attraction, la rémunération et la récompense des intellectuels. De nombreux intellectuels vietnamiens d'outre-mer travaillant au Vietnam et à l'étranger sont particulièrement intéressés par cette politique. Cependant, il y a encore de nombreuses limites et insuffisances pour attirer et retenir les intellectuels vietnamiens à l'étranger. Plusieurs d'entre eux sont rentrés au Vietnam, mais il n'est pas facile pour eux de trouver des débouchés pour leurs nouveaux produits technologiques. État des lieux. Voici un autoclave microbiologique utilisant la technologie plasma, un nouveau produit breveté développé par le professeur Nguyễn Quốc Sĩ et ses collègues. En tant que l'un des principaux experts en Russie et dans le monde en physique et technologie des plasmas, le professeur Nguyễn Quốc Sĩ est rentré au Vietnam depuis 2018. Ces 20 technologies ont été brevetées par l'Office vietnamien de la propriété intellectuelle. Cependant, faute de capitaux, il n'a toujours pas pu commercialiser ses produits sur le marché vietnamien. La première raison est que le marché scientifique et technologique du Vietnam reste encore très modeste. Il est difficile de commercialiser les produits technologiques au Vietnam. La deuxième raison est que les entreprises vietnamiennes ne sont pas habituées à investir méthodiquement et à long terme dans le domaine des sciences-technologies. Docteur en chimie des matériaux, Lê Tùng Linh a fondé la société Bombuton New York avec des produits commercialisés aux États-Unis, des semelles de chaussures intelligentes destinées à prévenir le diabète et des masques à technologie carbone. En 2019, Lê Tùng Linh est retourné au Vietnam, coopéré avec l'école polytechnique de Hanoï afin de mettre en œuvre un projet visant à installer des capteurs électromécaniques dans les ceintures des utilisateurs. Mais un an après la fin de ce projet, la technologie n'a pas pu être commercialisée en raison du manque de capitaux. Actuellement, la source de financement des projets scientifiques ainsi que des startups comme la mienne au Vietnam provient principalement de grandes entreprises. Il est très difficile d'obtenir des investissements du gouvernement. La technologie de production n'est vraiment pas en mesure de répondre aux exigences. Il est évident que le rôle de l'État et des entreprises est extrêmement important pour que les projets technologiques soient commercialisés et applicables dans la vie. En tant qu'agence d'État en charge du travail des Vietnamiens d'outre-mer, nous sommes prêts à soutenir la mise en relation des scientifiques et experts vietnamiens d'outre-mer avec des entreprises au Vietnam ayant besoin de technologies spécifiques. Le professeur Nguyễn Quốc Sĩ a choisi une approche proactive. Il s'autofinance pour créer un institut de technologie qui fonctionne selon des réglementations autonomes, du financement à la commercialisation des produits, etc. Il espère trouver un débouché pour ses produits technologiques pour avoir de quoi réinvestir dans les recherches. L'exposition internationale de l'innovation se déroule depuis le 28 octobre au Centre national d'innovation à Hoa Lạc, en banlieue de Hanoï. Dans le cadre de cet événement a eu lieu une série de rencontres et de séminaires. Le point culminant a été le Forum des fonds d'investissement pour l'innovation qui a rassemblé plus de 1000 chefs d'entreprise et investisseurs étrangers. De nombreux fonds d'investissement s'intéressent aux opportunités et potentiels du secteur de l'innovation du Vietnam. Ce fonds de capital risque possède un capital de 850 millions de dollars axé sur le domaine technologique. Récemment, il a investi dans des startups vietnamiennes et recherche d'autres opportunités. Le Vietnam est un pays où l'esprit d'entrepreneuriat se ressent très fortement. Les gens sont très dynamiques et très assidus. Les startups technologiques au VN sont très prometteuses. Le fonds d'investissement Golden Gate Ventures a versé plus de 50 millions de dollars dans plus d'une douzaine de projets de start-up au Vietnam. Ce chiffre devrait doubler ou tripler au cours des 10 prochaines années. Malgré un contexte économique mondial difficile, le Vietnam a connu une croissance impressionnante de 8% l'année dernière. En particulier, de grands groupes technologiques comme Intel, Samsung, Google et Foxconn ont élargi leurs activités au Vietnam. Cela nous impressionne fortement.
Au cours de ce forum, 30 fonds d'investissement nationaux et étrangers se sont engagés à soutenir financièrement le Vietnam dans le développement de son écosystème d'innovation pour qu'il approche les normes internationales. Le Vietnam possède d'importants atouts, comme une population jeune et nombreuse, une économie stable et de bonnes ressources humaines, notamment la génération de fondateurs d'entreprises, de start-up, qui est très dynamique et qualifiée. Pendant les 5 jours de l'exposition, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyễn Chí Dũng a eu des séances de travail avec des partenaires et de grandes entreprises des États-Unis et du Japon. Le Vietnam est actuellement classé 46e parmi 132 pays et économies selon le rapport sur l'indice mondial de l'innovation 2023. Dans le même temps, le Vietnam est passé de la 5e à la 3e position parmi les 6 premières économies innovantes d'Asie du Sud-Est. Les villes de Dalat et de Hội An du Vietnam viennent de rejoindre le réseau mondial des villes créatives de l'UNESCO. Dalat est reconnue comme une ville créative dans le domaine de la musique, tandis que Hội An est reconnue comme une ville créative en matière de l'artisanat et des arts populaires. Les nouvelles villes sont reconnues par l'UNESCO pour leurs engagements forts et leurs actions concrètes visant à exploiter la culture et la créativité dans le cadre d'une stratégie de développement centrée sur les gens. Auparavant, la capitale de Hanoï était honorée par l'UNESCO comme ville créative dans le domaine du design. Avec des écosystèmes diversifiés et une position favorable en liaison avec les provinces et les villes du pays, la capitale de Hanoï dispose de nombreux potentiels et avantages pour développer l'agrotourisme et l'industrie associée à la nouvelle construction rurale. Dans les zones suburbaines, les habitants ont appris à profiter des villages artisanaux, à tirer profit de leur travail agricole et à les transformer en produits touristiques expérientiels, ce qui leur permet d'améliorer leur niveau de vie. Tout le monde nous félicite pour notre vignoble de raisins noirs. La famille de M. Nội et Mme Singh ont été les premiers ménages à tester avec succès le raisin noir à Đan Phượng. Pendant la saison des vendanges mûres, les touristes affluent en grand nombre dans les jardins. Aussi, Đan Phượng a conçu autres produits agrotouristiques. J'ai visité de nombreux endroits, mais ce vignoble me donne une nouvelle sensation. Ce modèle a une bonne efficacité économique et crée des emplois pour la population locale. Profitant du bord du fleuve Rouge, de ses voies navirables pratiques et de ses terres fertiles, la commune de Hồng Vân du district de Thường Tín a déployé le modèle de tourisme rural. Cette localité a favorisé les investissements dans les infrastructures touristiques. Chaque saison de floraison, les touristes reviennent à Hồng Vân pour profiter de l'espace naturel. Pour des ménages comme M. Linh, le tourisme rural contribue non seulement à augmenter les revenus, mais embellit avant tout leur ville natale. Nos villages deviennent plus beaux, la vie des gens est prospère grâce au tourisme. Récemment, le village artisanal traditionnel de bâtons d'encens de Quang Phu Câu dans le district de Hoa a également déployé des efforts pour promouvoir le tourisme des villages artisanaux. D'un village artisanal difficile, Quang Phu Câu est aujourd'hui une destination à ne pas manquer lors des circuits en périphérie de Hanoï. Le tourisme contribue à changer le visage de la nouvelle ruralité. Il existe un temple unique en son genre dans la région du Sud-Ouest. Le caractère unique de ce monastère réside dans le trésor préservé et protégé depuis près de 200 ans.
Il s'agit de 85 documents d'ordination royale attribués à des dieux naturels et humains par les empereurs de la dynastie des Nguyen. En quoi consiste la valeur de ces ordinations? Rendons-nous dans la province de Vĩnh Long pour visiter le temple Công Thần et en savoir plus sur l'histoire et les valeurs de 85 ordinations spéciales qui y sont préservées. Voici une cérémonie d'ordination royale organisée tous les 3 ans dans le temple Công Thần, province de Vĩnh Long. Ce rituel est effectué de manière extrêmement solennelle et respectueuse. Les 85 documents d'ordination sont lus à haute voix pour rappeler les mérites des génies et des héros envers cette terre. Ce document d'ordination numéro 45 porte sur les mérites du duc national Tông Phước Hiệp. Il fut délivré en juillet 1843, soit dans la 3e année du règne de Thiệu Trị. Le duc national Tông Phước Hiệp a joué un rôle déterminant dans le défrichement, le développement et la protection de l'ancien palais de Long Hồ. Selon des documents historiques, le palais Long Hồ fut le premier système de forteresse des Vietnamiens dans le delta du Mekong. Au-delà de son empreinte géographique, le palais constitue également une preuve de la souveraineté nationale dans le delta du Mekong. La restauration de ce rituel aide à rappeler l'histoire de cette terre et à renforcer le lien entre les générations. La cérémonie d'ordination est un rituel perpétué depuis plus de 100 ans au temple de Công Thần. Lorsque j'ai été autorisé à participer à cette cérémonie, cela a été une grande fierté, parce que j'ai eu la chance d'accompagner les ancêtres et de découvrir les espaces rituels. Cela me fait aimer davantage le patrimoine culturel. Cette cérémonie montre aussi notre respect pour les génies ayant eu les mérites de défricher cette terre et de nous apporter une vie prospère et paisible comme aujourd'hui. Les habitants de Vĩnh Long en sont très fiers, de génération en génération. Ils contribuent à préserver et à valoriser ce patrimoine ancestral. Construit en 1837, le temple de Công Thần est un lieu de culte pour les mandarins de la dynastie des Nguyen qui ont contribué à la création du delta du Mekong, ainsi que pour les dieux naturels apparus dans les légendes vietnamiennes. Au total, 21 dieux humains et 16 dieux naturels sont vénérés à ce temple. Ces dieux ont été ordonnés par les empereurs de Nguyen et vénérés selon l'hiérarchie de culte. 85 documents d'ordination y sont conservés. Selon ces documents, le système divin des dieux humains et des dieux naturels dans la région du Sud est divisé en 3 niveaux, la classe supérieure, la classe moyenne et les dieux de branche. Le musée de Vĩnh Long a également numérisé ces 85 documents d'ordination dans le but de créer une ressource de référence utile pour les recherches et les études sur les ordinations royales. Le titre de divinité est porteur de nombreuses valeurs précieuses car il contient de nombreuses informations sur les croyances, l'histoire, les beaux-arts ainsi que des informations sur les sceaux des dynasties. Pour les villages, l'ordination royale a une grande valeur culturelle et spirituelle. Par conséquent, préserver les documents d'ordination signifie préserver l'âme du village. C'est une responsabilité, voire une tâche sacrée de tous les habitants. Les habitants sont très religieux. Chaque année, plus de 4000 personnes y viennent pratiquer le culte des dieux. À cela s'ajoutent 8 ou 9000 visiteurs venus de tous les coins du pays. Ce village est resté intact durant les guerres. Les gens croient que les dieux les ont protégés et leur apportent de la prospérité et de la chance. Nous espérons que ce vestige sera mieux connu et protégé. En 1998, le temple de Công Thần dans la province de Vĩnh Long a été reconnu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme vestige culturel national.
les efforts de la communauté locale visant à préserver les documents d'ordination royale ont contribué de façon importante à cette reconnaissance. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.